Le raisonnement pour la première fois, c'est de dire non, cette fois-ci, il ne faut pas protéger les enfants de la violence du monde, il faut protéger le monde de la violence des enfants. Ça, c'est totalement nouveau. Jamais dans l'histoire de l'humanité, c'est même une rupture dans l'histoire des gauches et du progressisme. Ils voulaient créer une société meilleure pour les enfants. Là, vous avez pour la première fois une génération qui, avec l'argument écologique ou d'autres arguments, etc., vont vous dire non, en fait, là, ce sont les enfants qui rendent le monde laid. Parce que les enfants viennent saccager le monde, il faut arrêter. Or, en fait, là, pour le coup, je pense qu'il y a quelque chose de complètement... Débile. Oui, ou incroyablement... quelle arrogance ça peut être. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit ça oublie qu'il a été lui-même un bébé, enfanté, qu'il ne s'est pas donné à lui-même la vie. Il y a une espèce de fantasme d'auto-engendrement dans ce discours-là. Que veut dire un monde sans enfants? C'est un monde mort. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de votre rendez-vous hebdomadaire Contact. Très heureux de retrouver en face de moi aujourd'hui Jean Birnbaum, que j'avais eu le plaisir d'interviewer une première fois à l'époque où j'animais, bien entendu, à Radio-Canada. C'était en août 2021, à la fin de cette crise très divisive qui avait été la pandémie. C'est pour ça que je reviens sur le souvenir, parce que ça pourra peut-être alimenter nos conversations. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, je le dis, plaisir renouvelé. Vous veniez à l'époque de publier un essai très subversif puisque vous en appeliez au courage de la nuance. Et j'insiste, c'est un concept de plus en plus subversif, y compris d'avoir envie de discuter avec des gens dont on ne partage pas les idées. Vous dirigez toujours, je pense, Le Monde des livres, ce supplément hebdomadaire au journal nommé ainsi Le Monde. Votre plus récent essai s'intitule, lui, « Seuls les enfants changent le monde ». Ça se veut peut-être un post-scriptum à ce qu'était ou ce qu'a été le courage de la nuance. Je comprends maintenant que je l'ai lu en quoi. Premier constat, on n'a pas fait énormément de progrès depuis août 2021 en matière de nuance et de capacité collective que nous aurions à discuter ensemble. Non, et en même temps, c'est marrant parce que moi, quand j'ai écrit ce livre, c'était vraiment... parce que je ressentais un truc un peu d'asphyxie. J'ai repris cette formule d'Albert Camus qui donne un peu là du livre, qui disait nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison. Et donc j'avais ce sentiment d'un clash permanent, d'une mauvaise foi partout, des réseaux sociaux comme ça de plus en plus violents, d'une brutalisation du débat public, y compris aussi de nos relations entre amis, au sein que la discussion était de plus en plus difficile. Et donc j'ai voulu écrire ce livre. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que vous dites oui, on n'a pas fait beaucoup de progrès depuis, mais moi, quelque part, je suis plus optimiste qu'à l'époque, alors que pourtant la période n'est pas très tout à fait l'optimisme et les choses sont très brutales à l'échelle mondiale, etc. Mais quand même, quand j'ai fait ce livre, j'ai tout fait. Et le fait de le publier et ensuite d'avoir des dizaines de discussions comme celle-ci, de conférences, de rencontres publiques dans des milieux extrêmement divers, avec des générations très différentes, dans des milieux de jeunes catholiques, de jeunes syndicalistes, de plus anciens profs de philo, dans des entreprises. Enfin, j'ai fait des dizaines de conférences grâce à ce petit livre sur la nuance. Et j'ai rencontré partout des gens qui sont vraiment en demande, qui sont vraiment dans la même situation, même sensation. Et donc, j'ai rencontré quelque part une sorte de fraternité souterraine de la nuance qui est un peu partout, qui est moins présente sur les plateaux de télé. C'est des résistants. C'est des résistants. Bon, oui, en tout cas, c'est des gens comme ça qui sont souvent paumés, qui sont souvent isolés. Et c'est pour eux que j'avais écrit ce petit livre, comme une espèce de plateforme autour de laquelle on pourrait se retrouver pour discuter et dire, bah oui, effectivement, on étouffe parmi ceux qui croient avoir absolument raison. Et j'ai découvert que j'étais pas du tout seul, et puis je le savais déjà, mais surtout qu'il y a vraiment, alors il n'y a pas de parti, il n'y a pas de... même, par définition, voilà. Ça s'oppose même à l'idée de parti. Voilà. L'envie de la nuance, c'est un peu opposé par les sommets à l'idée d'un parti, et surtout d'un parti pris. C'est ça. Oui, c'est un parti là ouvert, un parti fluide. Donc voilà, donc quelque part, oui, les choses se sont durcies, on voit bien qu'à l'échelle mondiale, tout se durcit, avec les réseaux sociaux, sont devenus plus que jamais une sorte de caisse de résonance de la mauvaise foi, de la violence, de la haine, etc. Et en même temps, dès que vous faites un pas de côté, que vous vous retrouvez comme ça dans des lieux incarnés, avec des gens qui sont là, qui ont effectivement envie de discuter avec d'autres qui ne sont pas d'accord, etc. Vous voyez plein de personnes, de femmes, d'hommes, de toutes les générations, de tous milieux, qui ont envie que quelque chose se passe pour que la parole de l'autre, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit entendue, même si on n'est pas du tout d'accord.
Alors, on pourra peut-être ensemble ventiler ce qui me donne l'impression aujourd'hui qu'on n'a pas beaucoup progressé. Oui. Ce sont des thèmes qui reviennent dans l'actualité depuis quelques années. On a l'impression qu'il n'y a que ça. Et je ne parle pas de M. Trump particulièrement. Mais à l'époque, moi, ce qui m'avait beaucoup interpellé, et c'est une question que je me pose pour moi-même, c'est-à-dire que régulièrement, je me demande où sont mes angles morts. Il y a une remise en cause nécessaire dans l'esprit ou le courage de la nuance de soi-même et de ce que l'on pense penser, ce dont on est convaincu d'être convaincu. Mais d'abord, c'est difficile. Et ensuite, on est très peu récompensé parce qu'on est toujours récompensé dans une logique où dans la conversation, on l'emporte. Jamais dans ces moments où on fait « Ah oui, j'y avais pas pensé, j'ai envie de changer d'idée ». C'est vrai. C'est pour ça que dans le livre, un de mes grands héros, c'est cet écrivain chrétien génial qui s'appelle Georges Bernanos. Et qui revient d'ailleurs ponctué. Qui revient aussi dans le... Oui, pour moi, il est très important toujours sur tous les sujets. Et c'est vrai que Bernanos, en tant que chrétien, était une sorte de grand clinicien de l'âme humaine et de grand clinicien aussi de grand psychanalyste de la médiocrité, de nos médiocrités à tous et à toutes. Et donc, il y a tous ces passages où il décrit les eaux boueuses de l'âme humaine, la part boueuse, les eaux dormantes de l'âme humaine, etc. Et ce jeu de cache-cache qu'implique la mauvaise foi, où on voit bien quand on est en train de discuter, qu'on s'excite comme ça dans une conversation sur un plateau de télé ou avec des amis, ou enfin partout dans une conversation d'arguments et de clash, etc. On voit bien le moment où on bascule dans la mauvaise foi, où on jouit de sa propre mauvaise foi, où on jouit d'imposer à l'autre son argument, etc. Et du pouvoir qui vient avec l'idée d'imposer à l'autre quelque chose. Et du pouvoir, oui. Mais avec le temps et avec aussi la période qu'on vit, etc., peut-être qu'il y a aussi une jouissance autre, une satisfaction en tout cas autre, vous avez utilisé le mot de satisfaction tout à l'heure, je crois, quand tout d'un coup, quelque chose en soi se cabre en nous, contre notre propre connerie, parce que c'est juste ça en fait. Le courage de la nuance, c'est d'abord le courage de reconnaître la parole de l'autre, y compris quand on n'est pas d'accord, y compris quand il veut vous tuer parfois, de reconnaître que parfois il a raison, mais aussi de se cabrer contre sa propre bêtise, contre ses propres préjugés, contre ses propres stéréotypes. Et ces deux jouissances un peu antinomiques et qu'il faut arriver à jauger, à moduler. Mais je pense qu'il y a aussi une grande satisfaction. Enfin moi, peut-être parce que j'atteins un âge canonique maintenant. Je suis assez content les rares fois, parce que je sais pas parce que j'ai fait un livre là-dessus que je suis moi-même très souvent nuancé, mais les fois où je sens en moi quelque chose survenir et je ne sais pas d'où ça vient, on ne sait jamais d'où ça vient, c'est comme une espèce d'événement de l'âme, d'élan comme ça qui vient de très loin, on ne sait pas pourquoi, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas bu une bière à midi, est-ce que parce qu'on a bien dormi, est-ce que c'est parce qu'on est bien luné, qu'on a eu une bonne nouvelle. En tout cas, les moments où on sent que quelque chose en soi se cabre contre sa propre bêtise et qu'on s'autorise ce courage de la nuance qui permet d'entendre chez l'autre ce qu'il dit de vrai, y compris quand on le déteste ou quand il veut votre peau, parce que ça peut arriver aussi. Mais c'est aussi une grande satisfaction, parce qu'on sait que ça apporte, dans l'époque qu'on vit aujourd'hui, une contribution immense à quelque chose qui pourrait être un avenir commun et un avenir humain, très simplement. Alors, je vous cite, parce que vous parlez de Georges Bernanos, et je vous cite parlant de lui. Ça nous renvoie exactement, très précisément à ce que vous dites. Page 57, donc, de Seuls les enfants changent le monde. C'est surtout parce que je souhaitais montrer que la nuance, alors vous parlez de ce que vous avez fait antérieurement, n'a rien à voir avec la tiédeur. Elle peut se trouver incarnée par des êtres éruptifs dont la radicalité est si entière qu'elle les fait entrer en dissidence avec eux-mêmes. Et Bernanos, plusieurs fois, entrera, douloureusement d'ailleurs, en dissidence avec lui-même, monarchiste, homme de droite, disons-le, très conservateur, et qui éventuellement se met à se dégoûter peut-être lui-même pour ce qu'il a pensé, cru, qui était fondé dans le projet en Espagne des forces monarchistes. Oui, pour moi, c'est un exemple. Je suis content que vous ameniez cet exemple-là, parce que pour moi, c'est central. Effectivement, plein de gens m'ont dit, mais t'es complètement taré. Que vient foutre Bernanos dans un livre sur la nuance? Bernanos, c'est un mec qui a fait de la prison parce qu'il cassait la gueule aux militants de gauche sur les Champs-Élysées ou ailleurs à coups de canne plombée. Enfin, c'est un mec qui a fait de la tôle pour ça, qui aujourd'hui... Vous auriez été sa cible, peut-être, en d'autres temps. Moi, oui, peut-être, tout à fait, exactement, tout à fait. Je l'aurais peut-être croisé sur mon chemin, j'aurais peut-être pris un coup de canne. Mais ce que je veux dire, c'est que il a fait ça. C'est quelqu'un qui serait classé à l'extrême droite. Il a fait pendant longtemps, il aurait été classé à l'extrême droite. Il a fait des pamphlets d'une violence absolument dingue. C'est pas du tout une prose toute gentille, etc. Et donc justement, pour moi, Bernanos, le mettre dans un livre sur la nuance, c'est de montrer que la nuance, effectivement, c'est tout sauf de la tiédeur. Que c'est d'abord une capacité à être mobile, à bouger par rapport à ses propres préjugés, à ses propres idéologies, à remettre du jeu, JEU,
dans ses arguments, dans sa vie. Et effectivement, vous m'avez un peu invité à en parler une seconde, mais c'est vrai que quand on connaît l'itinéraire de Bernanos, quand on sait qu'il a été donc militant d'Action française, très engagé, royaliste, maurassien, on dit aujourd'hui encore, on dit c'est l'extrême droite. Bon, quand on sait qu'il se retrouve en Espagne, un peu pour des raisons économiques, parce qu'il crève un peu la dalle, il a du mal en tant qu'écrivain à subvenir aux besoins de sa famille. Mais plutôt du côté de Franco au départ. Il est plutôt du côté de Franco. Au départ, quand il voit arriver le coup d'État du général Franco, il dit chouette, voilà des gens qui vont remettre l'Église au poste de commandement, qui vont écarter le danger communiste, écarter le danger anarchiste. Il a son fils qui s'engage dans la phalange, donc dans les troupes d'élite de ce coup d'État et de cette révolution nationale, etc. Et puis tout d'un coup, à un moment donné, il dit mais non, en fait non, il accepte de voir ce qu'il a sous les yeux. C'est un des grands motifs. On pourrait relire toute l'œuvre de Bernanos à travers la question du regard. Est-ce que j'ai la force de dire ce qu'il y a à dire, de voir ce qu'il y a à voir et de dire ce que je vois vraiment? Et tout d'un coup, il s'aperçoit que ces gens qui prétendent défendre le Christ et mener une croisade chrétienne, les franquistes, en fait, jouissent de la violence, du massacre, commettent des crimes épouvantables. Et il dit, mais je refuse absolument, absolument que ce à quoi je tiens le plus au monde, c'est-à-dire ma foi de chrétien, soit souillé, défiguré, caricaturé par ces gestes sanglants du franquisme et des franquistes. Et donc, il va se foutre tout le monde à dos. C'est-à-dire qu'il va faire ce livre génial, qui est un chef-d'œuvre, les Grands cimetières sous la Lune, qui est le livre d'une insurrection, de quelqu'un qui va se retourner contre son propre camp et contre lui-même, tout à fait. Et il va se retrouver absolument tout seul. Les gens qui ont le courage de la nuance, c'est souvent des gens absolument seuls. Il se fout à dos toute la droite et l'extrême droite parce qu'il est trahi. Pour eux, il est trahi et il dit tout d'un coup, les gens disent mais ce mec-là fait le jeu des communistes, etc. parce qu'il critique notre camp et ça. Et de l'autre côté, il est beaucoup trop vu comme quelqu'un de droite, voire d'extrême droite, pour être récupéré par la gauche et accepté par la gauche. Donc il se retrouve absolument seul. Et donc c'est ça. En quoi c'est quelqu'un de nuancé? C'est pas que c'est quelqu'un de mou, sa prose est d'un tranchant et d'une violence parfois incroyable, mais c'est quelqu'un qui a accepté de voir le réel dans ses contradictions et de lutter contre sa propre idéologie à un moment clé du XXe siècle. Alors, deux choses. Le réel dans ses contradictions, on pourra y revenir parce que c'est un thème qui m'anime beaucoup. L'incapacité que nous avons à simplement contempler le réel et qui fait qu'on peut être très fâché parce qu'on veut voir autre chose que le réel. Cette idée d'être en insurrection, mais avec soi-même. Donc, la douleur et le risque de la solitude. Et pas que pour Bernanos. Je pense que pour tous ceux qui, aujourd'hui, ont une conscience agissante, n'ont pas pour autant raison, mais savent prendre le risque de répondre à ce qu'ils ressentent profondément, sachant qu'il y aura un prix à payer. Oui, mais vous savez, ça, c'est des choses c'est des choses parfois microscopiques. Parce que tout ça, c'est des grands trucs, la guerre d'Espagne, Bernanos, on va citer plein d'auteurs peut-être pendant cette conversation. On est pas mal dans des grands trucs en ce moment. Le monde d'aujourd'hui me fait étrangement penser dans un registre... des grands trucs. Oui, c'est vrai. Mais ça se joue parfois à des trucs microscopiques. Si vous voulez, par exemple, moi, j'ai un exemple que j'aime bien prendre. Vous êtes dans une réunion familiale, une réunion professionnelle, une réunion à la radio au Canada ou ailleurs. Vous êtes une quinzaine autour de la table et vous commencez à aborder un sujet. Au bout de quelques minutes... Très vite, en fait, les uns les autres, autour de la table, commencent à sentir, dans leur fort intérieur, que pour aborder un petit peu sérieusement le sujet qu'on prétend aborder dans cette réunion, il faudrait nommer tel ou tel fait qui emmerde tout le monde, que personne n'a envie de nommer. On revient au réel, là. On revient au réel et à ses contradictions. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une personne autour de la table va se dévouer pour nommer la chose ? Quitte à apparaître comme une espèce de tête brûlée ou de taré qui veut foutre le bordel ou qui fait chier parce que tout d'un coup, ça va retarder tout. Et puis, c'est des espèces de... Mais en fait, je ne sais pas. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que c'est vraiment, on ne sait pas qui, à un moment donné, a ce courage-là et pourquoi et à quel moment. Et ça se joue parfois à des trucs totalement microscopiques. C'est pas toujours des grands débats politiques et des grands trucs incroyables enflammés. Parfois, c'est des trucs tout cons dans une réunion familiale. Parfois, c'est des trucs tout cons, vous êtes avec un ami, vous vous engueulez et il sent dans vos yeux que vous vous dites « Mais oui, mais là, il y a un truc qui dit pas. » et qui devrait dire, sinon on est faux cul et on se connaît depuis tellement longtemps, on devrait quand même se dire les choses. Et tout ça se passe dans un jeu de regard et tout. Qu'est-ce qui fait que vous allez dire à votre pote, écoute, quand même pas de ça entre nous, on peut quand même se dire les choses, là on se connaît depuis... Arrête, voilà, on va pas rentrer dans cette spirale de l'hypocrisie, de la faux cuterie, etc. Qu'est-ce qui fait qu'un des deux va casser la vitre et dire mais oui, attends, merde, on est tellement potes, on va pas commencer. Je ne sais pas, mais c'est ça qui est en jeu un peu dans et ça jette un froid, souvent, cette irruption dans le réel, quand on dit « je ne serai pas le faux cul de l'équation » et je prends mon courage à deux mains pour dire à quelqu'un que j'aime « ce que tu fais
n'est pas conforme, est dissonant, ou tu te racontes à toi-même une histoire qui n'est pas la vérité. Tout à fait. Ce qui veut pas dire non plus qu'il faille toujours dire les choses. Moi, je suis pas du tout à prêcher une franchise extrême permanente qui va venir à blesser la personne, dire toujours ce qu'il y a à dire, nommer toujours les vérités qui font mal. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment, je te fais le cadeau de ma frontalité, je te fais le cadeau de ma franchise. Vous êtes comme ça, vous, dans la vie? Oui, j'essaye. Par exemple, vous voyez, bien sûr, j'essaye pas avec 150 personnes, mais j'essaie de le faire, y compris avec des collectifs, avec des gens avec qui je travaille, etc. Je me dis, en fait, c'est un cadeau. Parfois, ça a l'air douloureux. Par exemple, quand on écrit des textes. Bon, moi, quand je fais un livre, ça m'arrive de temps en temps, je le donne à lire à des copains, à des amis, des gens que je connais parfois depuis le CP, vous voyez, depuis que j'ai 6 ans, 7 ans, parfois plus récemment. Bon, si cette personne me donne le texte 2 jours après en me disant, écoute, c'est nickel, tu peux publier, je commence vraiment à douter de son amitié. Je me dis, merde, il se fout de ma gueule. En fait, évidemment qu'il y a toujours un truc à dire. Et inversement, quand quelqu'un me confie un texte en me disant, voilà, j'ai rien publié ça, c'est compliqué, y compris sur un truc auquel je connais rien, d'histoire médiévale hyper pointue, des copains qui font... Bon, je me fais une discipline de revenir quelques jours après en disant mais là tu déconnes complètement, là c'est bien, là c'est pas bien, là le lecteur se casse la gueule parce que t'as pas fait de transition, là politiquement c'est n'importe quoi parce que tu sais bien que tu caches tel truc et que ça te fait chier ça t'embête de le nommer, mais il faut le nommer, sinon ton truc est vraiment à nouveau c'est rien, parce que si on commence à masquer toute une partie du réel, tout de suite on mine l'ensemble de sa démarche. Donc moi cette question, je veux pas du tout blesser les gens, et c'est la question de la critique aussi. Moi je travaille dans un journal, j'ai la chance de travailler au Monde des livres. Donc on passe notre temps à faire des critiques, et quand un romancier, une romancière publie un roman, mais c'est son corps qui est en jeu. Une critique négative, ça fait parfois très mal. Donc il faut pas du tout être dans un truc de franchise qui tourne à la cruauté. Il faut pas blesser les gens gratuitement. Qui est souvent tentante, parce que c'est récompenser cette idée sadique de dépecer quelqu'un sur la place publique pour le plaisir de montrer qu'on a les mots et les moyens de le faire. Alors qu'on est en train d'éviscérer quelqu'un qui a souvent mis toute sa vie dans ce qu'il écrit. C'est ça, mais il faut faire très gaffe. Il faut tenir à nouveau, pas un juste milieu, mais il faut se tenir sur la corde raide. Le courage de la nuance, c'est un courage de la corde raide. C'est pas un courage de la tiédeur ou de la mollesse, c'est être sur la corde raide. Et donc, oui, il faut dire les choses quand elles doivent être dites, mais pas blesser gratuitement pour jouir de son petit pouvoir de critique ou de je sais pas quoi. Jean Birnbaum, cette idée de la nuance et cette contemplation donc qui vient quand on est dans la nuance du réel, elle est aussi opposée à l'idéologie. Or, on est beaucoup, encore aujourd'hui, je pensais qu'on laissait derrière le 20e siècle, dans le 20e siècle, on laissait loin derrière les idéologies. Or, si elles ne sont pas parfaitement incarnées aujourd'hui, on est dans un monde très idéologisé. Elles sont tout à fait présentes, les idéologies, mais en plus, enfin, c'est comme si elles prospéraient sur l'amnésie. C'est comme si... vous voyez, par exemple, je pense qu'il y aurait un grand papier ou un grand livre à faire sur une sorte de triomphe posthume et tardif du stalinisme. En fait, je suis fasciné par le fait que l'œuvre de tous les auteurs antitotalitaires, tous ceux qui ont dénoncé ce qui se passait en Union soviétique, le goulag, les procès de Moscou, toute cette machinerie qui obligeait les gens à faire des aveux complètement fous, vous savez, toute cette machinerie inquisitoriale et violente, toute cette discipline poisseuse qu'il y a eu dans les partis communistes du monde entier, etc., qui a mené au pire, à Pol Pot, au maoïsme le plus sanglant, etc. Jusqu'à à côté de là où nous sommes, c'est-à-dire les complaisances de ce grand mensonge étaient aussi ici à Paris, ici à Berlin, ici, parce qu'on a été d'une certaine manière, je dis on, la société occidentale a souvent été aussi complice de ces mensonges. Bien sûr, mais la société occidentale a aussi sécrété des contrepoisons, et il y a eu, y compris près d'ici, comme vous disiez, c'est-à-dire on est tout près du Collège de France, on est près de plein d'endroits comme ça, des gens qui ont bossé et qui ont décrypté ce qui était... On est tout près, il y a Roland Barthes qui s'est fait écraser, comme vous savez, qui est mort tout près d'ici, rue des Écoles, en allant au Collège de France. Bon, Roland Barthes a construit une sorte de dialectique comme ça, où il parle de la parole libre, comme il parle des bouffées de langage. Alors le modèle, c'est l'amoureux, comme dans son livre sur les fragments d'un discours amoureux. Bon, la parole libre, déployée comme ça, spontanée, sauvage, c'est la bouffée de langage de l'amoureux. Et la parole, la langue de bois, le carcan idéologique, il appelle ça la brique. Le modèle, c'est la brique, voilà. Donc le langage briqué, l'idéologie briquée, des gens comme Barthes l'ont bien déconstruite, comme on déconstruit une brique et un édifice idéologique. Et il y a eu tout un tas de gens qui ont décrit quand même les idéologies mortifères, le fonctionnement idéologique du militantisme, de l'écrasement
l'effacement de l'autre, etc. Il y a eu tout un travail d'une école qu'on a appelée notamment antitotalitaire. Et les gens, les grands noms de cette école, s'ils étaient encore vivants aujourd'hui, ils chialeraient dans leur lit le soir, parce qu'en fait, on voit bien que le stalinisme comme parti, etc., n'existe plus, en fait, mais que les réflexes staliniens, ce que Raymond Aron, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur le stalinisme et sur le totalitarisme, un grand sociologue comme Raymond Aron disait que chaque intellectuel dans cette machinerie-là était transformé en délégué à la propagande. Aujourd'hui, on voit bien que sur les réseaux sociaux ou ailleurs, effectivement, même quand les idéologies ne sont pas figées et situées, comme elles n'ont pas de nom, il n'y a pas de isme identifié, eh bien, chacun et chacune a tendance à être transformé, à se laisser transformer et à jouir de se laisser transformer en délégué à la propagande. Donc il y a effectivement une espèce de triomphe posthume des idéologies et du stalinisme, mais sous une forme presque inconsciente et donc quasiment plus dangereuse. Parce que la tentation totalitaire est encore parfaitement là. Ah oui, mais ça, on voit qu'elle est, oui, on est tout au bord de quelque chose de. À nouveau, vous savez, Bernanos, puisqu'on le cite beaucoup, dans les années 30, au milieu des années 30, voyant ce qui était en train de se mettre en place en Europe et voyant la violence qui était en train de monter, dont tout le monde sentait bien, comme des animaux, qu'il allait se passer quelque chose, on ne savait pas encore quoi, mais d'épouvantablement cruel et sanglant. On entend les vibrations avant que la manifestation concrète du danger ne se présente. Exactement, il disait. Pour nommer ce que vous venez de dire, il disait « Notre monde est mûr pour toute forme de cruauté ». On sent bien aujourd'hui que notre monde est mûr à nouveau pour toute forme de cruauté. Il y a des choses qui se redéploient, qui sont d'une violence folle et qu'on n'avait pas du tout pensé qu'elles reviendraient si vite. Mais par ailleurs, notre monde est prêt aussi pour tout un tas de délégués à la propagande qui ont envie de remettre de l'ordre dans les consciences et de mettre au pas la jeunesse. Remettre au pas la jeunesse, nous y viendrons à cette jeunesse, mais puisque vous parlez de Bernanos, est-ce qu'il a eu le courage de se retourner contre lui et son camp? Je veux parler de ce qui a peut-être été pour vous un geste de courage quand vous avez écrit Un silence religieux, la gauche face au djihadisme. Ça ne vous a pas fait que des amis, ne serait-ce que parce que vous avez dit du djihadiste qu'il pouvait être mu avant la haine par l'espoir. Et vous êtes devenu l'idiot utile de Bernard-Henri Lévy, si ma mémoire est bonne. Alors vous me direz, c'est pas très choquant. Ça me fait déjà un statut social, ouais, voilà, et c'est pas si choquant compte tenu de ce que lui-même s'est peut-être trompé une ou deux fois. Mais peut-on dire, je fais une incise, que vous vous définissiez comme un homme de gauche, que vous avez le cœur à gauche? Ah oui, toute ma culture politique est une culture politique de gauche. J'ai grandi dans le culte des luttes anticoloniales, des gens qui avaient soutenu les indépendantistes algériens. Ma mère était syndicaliste très très à gauche. Elle est encore abonnée à l'UMA aujourd'hui, à l'Humanité, journal du Parti communiste, pendant très longtemps. J'ai grandi moi j'étais biberonné au monde diplomatique, à tout ça. Donc ma culture politique est entièrement une culture politique de gauche. Et effectivement, en même temps, le rapport à la mer et à la gauche, pour moi, il est bernanosien d'ailleurs. C'est un modèle pour moi, dans l'autre camp. Mais je veux dire, j'ai quasiment mis en exergue de tous mes livres une citation de Bernanos. Pourquoi ? Parce que même quand je fais Un silence religieux, la gauche face au djihadisme, c'est pour creuser, c'est pour faire un geste qui déjà à l'époque pour moi était un geste de nuance, quoi. C'est-à-dire je voulais creuser un non-dit de ma propre culture politique. C'est-à-dire notre incapacité à gauche à prendre au sérieux le fait religieux, notre pulsion permanente, notre compulsion, notre tendance permanente à rabattre le religieux sur autre chose que lui-même. C'est-à-dire que dès que quelqu'un dit je crois à quelque chose, dès que quelqu'un parle de religion, on dit mais non, en fait derrière c'est économique, c'est social. Une aliénation quelconque. Une aliénation. Voilà, donc notre vieux marxisme, etc. Et j'ai beaucoup lu Marx, et il y a encore des textes de Marx que je relis avec bonheur. Mais c'est vrai que je voulais creuser dans ce livre-là un silence, une faille, un non-dit de ma propre culture politique. Et mon geste de livre en livre, c'est un geste que j'espère, à toute petite échelle, bernanosien. C'est-à-dire que c'est un geste où je viens me cabrer ou en tout cas rôder autour de non-dits, de contradictions de ma culture politique. C'est ça que je trouve très beau. C'est pour ça que je suis aussi des gens comme George Orwell, etc. Des gens qui disent, bah oui, il faut bosser. Si on veut que nos idées avancent, nos idées d'émancipation, de justice, etc., il faut qu'elles aient le courage de la nuance et il ne faut pas avoir peur de les critiquer, de repérer leurs non-dits, leurs failles, leurs contradictions. Au risque d'être perçu comme un ennemi par votre camp politique? Oui, alors je dois dire que... Et à terme de devenir un homme de droite ou du centre. Bon, ça doit déjà être le cas, mais si vous voulez, bien sûr. Mais ça, c'est en même temps... Ça, il y a un passage incroyable d'Orwell,
que je peux pas citer par cœur comme ça, mais je suis retombé dessus il y a pas longtemps en relisant ces chroniques géniales qu'il a faites à la radio pendant la guerre, et aussi dans son journal, dans un journal qui s'appelait Tribune. Il y a un passage incroyable où il dit, mais en fait, on voit bien que dès que quelqu'un de gauche dit que quelque chose à gauche ne va pas, tout de suite, il se fait traiter de fasciste. Il est droitisé. Il est droitisé, et même il se fait traiter de fasciste, parce que là, on est pendant la guerre, donc vraiment, ça va très très vite. Aujourd'hui aussi, beaucoup de gens sont traités de fascistes très vite. Mais enfin, en 42, 43, bon, tout de suite, voilà. Et il dit, à un moment donné, comme une espèce de boutade et de provocation, il ne faut pas aller jusque-là, mais quand même, il dit quelque chose, je trouve, de très éclairant. Il dit, mais en fait, quiconque, c'est presque louche de ne pas être traité de fasciste aujourd'hui. Il va jusque-là. C'est-à-dire, il dit, en fait, puisque dès qu'on est un peu critique, on exerce un peu son esprit critique sur nous-mêmes, sur nos idées, sur ce qui se passe, etc., on est traité fasciste. Quiconque ne l'est pas, ça veut dire qu'il n'exerce pas beaucoup son esprit critique. Bon, on en est un peu revenu là. On voit bien qu'il y a une espèce de couperet permanent. Et d'ailleurs, c'est hyper marrant parce qu'il a des passages très drôles où il parle de toutes les étiquettes infamantes qu'il faut essayer d'éviter quand on est quelqu'un de gauche. Donc, il dit c'est bourgeois, conformiste, réactionnaire, fasciste et tout. Il dit qu'en fait, on ne peut pas les éviter. C'est très piégé et on peut pas éviter. Donc dès qu'on commence, donc par exemple, bon, et ça c'est toujours le grand sujet qui est revenu. Moi, je suis fasciné par le fait que à nouveau des gens à gauche et pas seulement à gauche, à droite, partout, et c'est ça un des symptômes de la brutalisation du débat public. À nouveau, les gens, dès qu'ils commencent à nommer quelque chose qu'on leur demande de ne pas nommer, dès qu'ils commencent à être critiques par rapport à leur propre camp, etc., tout de suite on va dire attention, tu fais le jeu de l'ennemi, tu fais le jeu. Il ne faut pas nommer de ça parce que ça alimente la machine idéologique des ennemis. C'est la logique de Harry Potter, celui dont il ne faut pas donner le nom, nommer Voldemort. C'est ça. Donc, en niant les choses ou en ne les nommant pas, on ne les fait pas disparaître pour autant. Je vous dirais, Trump est l'exemple parfait. Il y a encore pas longtemps, sinon encore aujourd'hui. Si on ne vomit pas en disant son nom, c'est donc qu'on en est le complice. Non. Alors c'est marrant, Harry Potter, la référence est marrante, mais c'est vrai qu'à nouveau on est là-dedans et Orwell a des passages très beaux sur cette idée, cette formule de faire le jeu de qui est revenu, qui prolifère à nouveau aujourd'hui de partout. Et on voit bien que ce réflexe, c'est un truc qu'il faut lutter contre ça en permanence, en soi-même. Le nombre de fois où, même quand vous êtes dans une petite discussion un peu teigneuse avec un copain, le nombre de fois où vous vous retenez de dire quelque chose parce que vous vous dites ah bah là si je dis ça je vais alimenter son argumentation à lui, donc je vais faire le jeu de l'adversaire, etc. Mais alors du point de vue politique c'est décuplé. Et ça, bon, j'avais eu la chance il y a 2 ans de prononcer ce qu'ils appellent la leçon inaugurale à Sciences Po Paris, donc devant des jeunes qui avaient 17, 18, maximum 19 ans. C'était les premières années de Sciences Po. Ils arrivent à Sciences Po et c'était très intéressant. Je leur disais, mais écoutez, il y a 1000 raisons d'être en colère aujourd'hui, 1000 raisons de vouloir militer, d'être hyper radical. Je dis pas du tout qu'il faut pas être radical, je dis pas du tout qu'il faut pas être en colère ou militer ou se battre, etc. Par contre, quand même, une des petites leçons du XXe siècle, même si je suis trop vieux, maintenant je suis forcément un vieux con, donc de toute façon tout ce que je dis a l'air d'être des leçons débiles d'un vieux con, mais quand même, une des grandes petites leçons que vous pouvez retenir du XXe siècle, c'est qu'à chaque fois qu'on défend une cause, qu'on croit défendre une cause juste pour l'émancipation, pour une humanité, pour un monde meilleur, etc. Si à chaque fois qu'on commence à masquer une partie du réel ou à occulter une partie de la vérité, de peur de faire le jeu de l'adversaire ou de l'ennemi, à chaque fois qu'on rentre dans cette logique-là, on tue sa cause, on la condamne à finir dans un fossé sanglant. Ça, c'est quand même une des leçons. Il n'y a pas 15 000 leçons qu'on peut tirer du XXe siècle. Bon, aujourd'hui, il y a 1000 raisons d'être en colère, mais il faut faire gaffe à ça. Il faut vraiment pas reproduire ces erreurs-là, parce que sinon, ça sera l'éternelle reproduction du pire. Il y a quelque chose comme un islamo-gauchisme? Parce qu'aujourd'hui, c'est sur la place parisienne, disons que c'est un élément de langage qui occupe beaucoup d'espace. Plusieurs livres publiés dont vous avez peut-être fait les recensions au Monde. Et Michel Onfray, d'ailleurs, qui aujourd'hui, je pense, dépose sa pièce. Alors, c'est pas exactement sur l'islamo-gauchisme, mais on s'entend que c'est adjacent. Vous croyez que ça existe? Parce que quand vous avez vous-même fait votre essai, vous avez montré justement un angle mort de la gauche qui refuse de voir que le fait religieux, chez le djihadiste, elle est fondamentale. Il est fondamental. Oui, en fait, si vous voulez, moi, j'utilise pas l'expression islamo-gauchisme, mais évidemment que quand des gens, par exemple, dès la révolution de 1979, la révolution islamique iranienne de 1979, quand des gens à gauche ont considéré que l'islam, voire l'islamisme,
étant la voie empruntée par le peuple iranien pour faire tomber le Shah d'Iran, eh bien, il fallait soutenir cette voie-là, etc. Bien sûr que quelque chose se nouait et convergeait, et de façon déjà à l'époque complètement suicidaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'islamo-gauchisme, je sais pas, moi je n'utilise pas ce mot-là, mais je vous sens d'ailleurs plus mal à l'aise à décrire l'islamo-gauchisme que tous les autres sujets dont nous avons parlé depuis le début de la conversation. Oui, parce qu'en fait, le rythme n'est plus le même. Parce que justement, j'essaye d'être nuancé et que en fait, il m'est arrivé avec des copains de m'engueuler avec eux en me disant, mais écoute, tu déconnes complètement. Tu vois bien que dans ta fac, bien sûr qu'il y a des gens qui sont d'une complaisance incroyable à l'égard de l'islamisme, alors que ce qui est dingue, c'est que là, on parle beaucoup de Kamel Daoud, de Boualem Sansal. Bon, bah, ces gens-là, alors on dit ils sont obsédés par l'islamisme. Beaucoup de gens, ils sont obsédés. Bon, bah, quand on a vécu ce qu'ils ont vécu dans les années 1990 en Algérie, bon, on a quelques raisons d'être un peu obsédés par l'islamisme quand on a vu les gens se faire décapiter dans tous les sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que qui se faisait décapiter ? Les islamistes, partout où ils ont pris le pouvoir, ils ont décapité et tué et égorgé en priorité les syndicalistes, les militants ouvriers, les militants de gauche, les défenseurs des droits de l'homme, mais tout de suite. Et ce qui est incroyable, c'est que ce fait-là, qui est un fait historique massif, ça a été le cas en Iran, ça a été le cas en Algérie dans les années 90, ça a été le cas en fait partout. Occulté. À chaque fois, les gens de gauche le refoulent totalement et en viennent à une sorte... Parce qu'ils continuent à identifier effectivement l'islam comme la religion des opprimés. C'est-à-dire que même s'il y a des pays immensément riches, même si les gens qui ont organisé la fatwa contre Salman Rushdie et qui ont organisé cette chasse à l'homme mondiale contre Salman Rushdie, même si les gens qui ont pareil ensuite organisé la chasse à l'homme mondiale contre les gens de Charlie Hebdo, etc., même si à chaque fois ces gens-là appartiennent à une internationale islamiste hyper puissante, financée par des organisations hyper puissantes, hyper riches, des États très puissants et riches, etc. À gauche, les gens continuent à ne pas comprendre qu'il y a là quelque chose qui est réel, qui est une menace, presque d'abord pour eux, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui défendent les droits de l'homme, le féminisme, ce truc-là est complètement refoulé. Donc, moi, souvent, je dis à des copains qui sont à la fac, etc., je dis, mais écoute, tu déconnes complètement. Je vois bien que parce que, à nouveau, tu ne veux pas faire le jeu de l'ennemi, de l'extrême droite, etc., tu vas pas décrire ces choses-là, tu vas pas assumer publiquement que c'est le cas, mais en privé, bien sûr, tu vas dire que beaucoup de collègues déconnent et sont complaisants. Mais c'est un cul-de-sac, évidemment. C'est un cul-de-sac. Mais donc, bien sûr qu'il y a un phénomène je ne sais pas si je l'appellerais islamo-gauchisme, mais de gaucho-islamisme ou de gaucho-complaisance à l'égard de l'islamisme, bien sûr, pour des raisons qui sont celles que j'ai essayé de décrire dans Un silence religieux. C'est-à-dire en fait que ces gens-là, à chaque fois, rabattent ça, c'est toujours exactement, pour ça je reviens dans ce livre sur la guerre d'Algérie, en montrant que, parce que moi j'ai grandi dans le culte de la mémoire, la mémoire de la guerre d'Algérie et dans le culte des gens qui avaient aidé le FLN à triompher de la France et à se battre contre la France. Mais c'était pas une force laïque, le FLN. Mais justement, et ça je l'ai découvert très tard. Et dans mon livre, j'ai travaillé là-dessus. Et vous voyez, je vais vous dire un truc que j'ai pas dit dans mon livre, c'est que j'ai commencé à en parler à des historiens de la guerre d'Algérie, des historiens de l'Algérie, des relations franco-algériennes. Et je disais, bon, écoute, j'ai découvert tardivement que des grandes figures intellectuelles comme l'historien Pierre Vidal-Naquet, qui était une des grandes figures, non seulement un grand historien, mais en plus une grande voix morale, qui a soutenu lui aussi les indépendantistes algériens, qui a été une des grandes voix morales pour dénoncer la torture en Algérie. J'ai découvert que très tardivement, au milieu des années 90, justement au moment de la décennie noire en Algérie, il avait dit... Bon, en fait, à l'époque, pendant les années 60, 50, 60, pendant la guerre d'Algérie, on n'avait rien compris au rôle de l'islam dans tout ça. Il y avait un rôle énorme et on ne l'a pas vu. Donc j'ai trouvé ce passage dans la revue Esprit, et donc j'ai commencé à bosser là-dessus, et j'ai dit à des historiens, dis-moi quels sont les livres qui ont été publiés, des livres sérieux, sur la place de l'islam dans l'insurrection algérienne de 54, dans la guerre d'Algérie en général, et il n'y a rien. Et les seuls qu'il y a, c'est des livres classés à l'extrême droite. C'est en fait les livres, et que je ne pouvais pas les citer, puisque c'est des livres un peu post-OAS, post-Algérie française, etc. Vous allez à la Bibliothèque nationale de France, pas très loin d'ici. Et pourquoi on ne peut pas les citer ? Parce que ils ont tellement d'arrière-pensée idéologique, c'est tellement imprégné. D'abord, c'est des trucs souvent publiés chez des tout petits éditeurs, un peu confidentiels et tout. Puis, là, pour le coup, si vous voulez, c'est difficile à manier parce que c'est à chaque ligne, c'est gorgé d'idéologie, là, pour le coup aussi. Peut-être certains, eux, diraient que c'est... Ils voient certaines choses avec lucidité, mais c'est au service aussi d'une idéologie qui est peut-être...
plus nauséabonde. Et ça, c'est un sujet absolument central. C'est-à-dire qu'il y a à nouveau aujourd'hui des choses qu'il faudrait pouvoir documenter, dire, nommer dans la société française, dans la société canadienne, un peu partout, avant que d'autres s'en emparent avec des arrière-pensées idéologiques qu'on condamne ou qui nous font peur. Et donc, il y a tout un tas de choses comme ça. Si je vous donne un exemple encore, pardon, je parle... Prenez tout vous savez, il y avait eu un livre qui s'appelait les territoires perdus de la République. C'est un livre qui avait suscité beaucoup de polémiques, etc. Je ne sais plus quelle année c'est le début des années 2000. Oui, j'ai un souvenir très précis. Voilà. Moi, quand j'ai reçu ce livre, je ne l'ai même pas ouvert. Je peux le dire aujourd'hui. Parce que vous je l'ai même pas aviez ouvert. un préjugé. Pour moi, c'était évident que c'était un bouquin mal foutu, que c'était un bouquin qui ne prenait pas en compte les travaux sérieux des sociologues, etc., que je défendais, que je connaissais, etc., sur les banlieues, etc. Et c'était un bouquin qui était évidemment publié avec des arrière-pensées idéologiques de stigmatisation des banlieues, de stigmatisation de l'immigration, etc., de la jeunesse immigrée. Tout ça, ça fait que j'avais ça en tête. Peut-être qu'en partie, d'ailleurs, c'était vrai, ce que j'avais en tête. Mais ça fait que je ne l'ai même pas ouvert. Donc, j'étais très loin du courage de la nuance. J'étais très loin d'aller lire ce qu'allaient raconter des gens que je condamnais a priori idéologiquement et avec lesquels je ne serais évidemment pas d'accord encore aujourd'hui. Voyez. Mais il se trouve que j'ai lu ce bouquin très tardivement. C'est-à-dire il y a, je sais pas, 3-4 ans, à la Bibliothèque nationale. Je suis allé le lire. Quand vous le lisez aujourd'hui, en gros, si je ne dis pas que je vais dire la vérité, moi, ce que j'en pense, moi, personnellement, à petite échelle, vous vous dites, bon, c'est assez mal foutu, c'est pas hyper bien écrit, c'est un collectif, vous savez, voilà. Je me rappelle très bien. Mais c'est un livre qui prétendait montrer qu'il y avait des territoires perdus dans la République, et qu'il y avait dans certaines banlieues, certaines cités, etc., où il y avait une homophobie, un antisémitisme, une misogynie, un divorce avec la République, etc. Quand vous le lisez aujourd'hui, je termine juste ce point-là, vous vous dites, bon, c'est pas très bien foutu, c'est pas très bien écrit, mais vous vous dites surtout, so what? C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est dedans, en gros, vous vous dites maintenant, bah oui, ils n'ont pas inventé la poudre, c'est bon, on le sait. En gros, on le sait. À l'époque, il disait quelque chose qui ne se disait nulle part. Qui disait nulle part. Alors peut-être qu'il le disait avec des arrière-pensées idéologiques qu'on ne pouvait pas du tout partager. Très bien, mais moi, ce que je pense, c'est que la partie du réel qu'il nommait avec leurs arrière-pensées idéologiques, il faudrait qu'on soit capable de la documenter et de la nommer sans arrière-pensée idéologique, mais il ne faut pas qu'on la gomme, parce que sinon, vous avez le boomerang qui vous revient dans la gueule, et ça donne Trump, et ça donne d'autres choses ici. Mais c'est possible, sans sourire, de dire on pourra le faire, nous, sans arrière-pensée idéologique? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui teinte notre regard. J'imagine que ça soit d'avoir le cœur à gauche ou de l'avoir à droite, je ne sais pas. Mais vous le dites comme si, convaincu justement que votre regard du réel, lui, sera dépouillé de toute idéologie et utile à tous. Très juste, c'est une très juste remarque, vous m'avez bien eu. Tout à fait, vous m'avez bien attrapé, mais simplement, si vous voulez, je pense que, bien sûr, tout regard est subjectif et tout regard est celui de quelqu'un qui a sa culture politique et ses propres préjugés, ses propres œillères. Mais justement, c'est un peu comme Orwell, quand pendant la guerre d'Espagne, il disait, bah, écoutez, là, il y a un journal de droite, un bourgeois, un représentant de l'État britannique impérialiste, etc., qui dit que nos camarades communistes ont commis un massacre à tel endroit. Lui, il se battait les armes à la main en Espagne, George Orwell, avec les libertaires, avec les anarchistes. Il disait, bon, tel politicien bourgeois, tel représentant de la bourgeoisie impérialiste britannique dit que nous avons ou que nos camarades ont commis un massacre à tel endroit. Eh bien, peut-être qu'il faudrait aller vérifier avant de dire que c'est forcément faux parce que c'est eux qui le disent. Et ça, c'est des leçons très importantes aujourd'hui pour la gauche, pour la droite, pour tout le monde en fait. On revient toujours à ce truc. L'ennemi peut dire quelque chose de vrai, y compris l'ennemi qui veut votre peau. Et donc oui, il faut aller documenter les choses. Et si quand vous allez sur le terrain, vous voyez un truc qui vous plaît pas, dont vous dites « Ah, c'est hyper flippant », et dont vous dites « Ah, mais si je le raconte, ça va faire le jeu de... l'extrême droite ou d'autres ou d'extrême gauche, enfin ce que vous voulez en fonction de votre... Ben là, il faut arriver à lutter contre ce truc-là et raconter les choses de la façon la plus objective, c'est-à-dire aussi la plus... Parce qu'il y a quand même des moyens de s'approcher d'une forme de... Ah, je suis entièrement d'accord. Moi, je pense, par exemple, ce que je dis souvent, c'est que ce qui est bon signe, c'est quand vous avez tout le monde contre vous. Vraiment, quand vous écrivez un papier, moi je l'ai vécu, vous écrivez un papier sur un sujet, l'immigration, l'homoparentalité, n'importe quoi. Dès que vous écrivez un papier, vous avez au-dessus de vous, au moment où vous écrivez, au moment où vous faites la radio, n'importe quoi, vous avez une espèce de surmoi binaire de monstre à deux têtes, qui est un surmoi qui vous
traque, c'est les deux camps extrêmes sur le sujet. Il y a toujours deux camps qui s'opposent, qui sont extrêmes sur le sujet et qui sont figés. Vous voyez très bien, vous pouvez les décrire, vous pourriez les nommer, etc. Quand vous publiez votre papier ou quand vous faites votre truc à la radio, si un des deux camps vous dit formidable, diffuse votre truc, dit c'est génial, etc., c'est qu'il y a un problème. Un des deux camps extrêmes. Si les deux disent que vous roulez pour l'autre camp, banco, vous avez gagné. Et je pense que ça veut dire que vous êtes approché de quelque chose qui n'est pas, vous n'avez pas pu vous débarrasser complètement de votre idéologie, de vos préjugés, mais encore, vous êtes approché d'un truc qui s'appelle justement le courage de la nuance. Alors, l'anecdote est sans doute inintéressante, mais vous me renvoyez à ma mauvaise conscience récente d'avoir été interviewé par quelqu'un que je connais très bien et qui, présentant un économiste pro-Trump, disait, en fait, c'est un politologue, nous avons entendu les commentaires de ce politologue d'extrême droite et je n'ai pas eu le courage de lui dire, mais est-ce que tu as déjà appelé à l'antenne quelqu'un politologue d'extrême gauche? En posant la question, je connaissais la réponse. Oui, non, c'est vrai que c'est un drôle de truc. Et ce qui est marrant, c'est que dire ce que vous venez de dire, pour tout un tas de gens, ça apparaît forcément. Vous êtes déjà situé à droite. En fait, ce que vous avez dit là, c'est quelque chose de droite. Oui, tout à fait. Alors que ce n'est que... Alors qu'en fait, Orwell pourrait dire la même chose. Alors, on va dire, il était à droite, il était fasciste, on va dire, on peut aller de tout. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense d'ailleurs qu'il y aurait un énorme travail à faire du côté des libertaires. Il y a toute une tradition enfouie parce que les libertaires, justement, ils étaient fragiles. Il n'y a pas tellement de partis sur le bordel. Donc c'est bon. Mais il y a quand même des gens très vaillants qui ont essayé de penser cette question qu'il n'y a pas d'émancipation ou de révolution ou de justice possible si on est complètement buté dans sa tête et si on a une vision totalitaire de la politique. Ce que Orwell appelait la conception totalitaire de la controverse. Voilà, la conception totalitaire de la controverse. Dès que vous êtes là-dedans, que vous soyez de droite, de gauche, etc., de toute façon, bon, si votre idéal c'est la mort, oui, Franco disait vive la mort. Si vous voulez tuer tout le monde, etc., c'est une très bonne stratégie. Mais ne te réclame pas de l'émancipation, de la justice, d'un monde meilleur, si ta pratique, c'est une pratique morbide où tu écrases l'autre et où tu nies toujours tout ce qui est dit qui pourrait te gêner et tout fait qui viendrait entraver ou entailler ta propre grille de lecture idéologique. Ça, aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Et c'est une urgence de le reconnaître. Mais j'aurais été par ailleurs aussi indisposé si j'avais entendu présenter quelqu'un comme étant un politologue d'extrême gauche. J'aurais dit, mais en vertu de quoi cette étiquette colle? Parce que, évidemment, c'est rarissime, sinon inhabituel, qu'on se sente obligé de faire le détour. Parce que ça serait une parole à prendre avec des pincettes. Mais alors, je dis, alors, pourquoi invitons-nous cette personne? Si on veut l'entendre, entendons-la. Non? Bien sûr. Et la question d'ailleurs, c'est une question qui, moi, me travaille beaucoup parce que, de fait, moi-même, j'ai refusé souvent de discuter avec des gens d'extrême droite on m'a déjà invité sur des plateaux. Parce que c'est aussi le problème de... Et là, je me prends à mon propre piège, en fait. En vous écoutant, je me prends les pieds dans le tapis et je ne suis pas très cohérent avec moi-même. Mais c'est aussi la question, vous savez, du terrain sur lequel vous pouvez discuter. C'est-à-dire que, effectivement, jusqu'à quel point... Par exemple, moi, quand j'ai fait le bouquin sur la nuance, c'est le moment aussi j'ai quitté les réseaux sociaux. J'ai complètement quitté Twitter. À une époque, j'étais assez actif sur Twitter, parce que sur Twitter, vous pouviez trouver des gens qui étaient très hostiles, mais qui allaient un peu reculer, qui allaient vous faire reculer. Il y avait une voix pouvait rencontrer une autre voix, il pouvait se passer quelque chose. Puis à un moment donné, j'ai senti, comme plein d'autres, maintenant c'est devenu une banalité, d'ailleurs les gens se barrent tous de Twitter, que c'était plus possible. Et c'est bien avant Musk, d'ailleurs, ce truc-là. Lui, c'est l'algorithme qui devient vénéneux à ce moment-là. Mais la question, vous savez, je citais Pierre Vidal-Naquet tout à l'heure, Pierre Vidal-Naquet qui était un grand historien, une grande conscience, etc., de la gauche, de la République, de la lutte anticolonialiste, tout ce que vous voulez. Mais il a fait un petit livre incroyable sur le négationnisme et sur les négationnistes. Et c'est un livre dingue parce qu'il rentre la tête, il plonge dans cette espèce de nappe de langage délirante comme ça où tout ce que vous dites est toujours rattrapé par la mauvaise foi, par la manipulation du réel, des mots, etc. Et c'est très très difficile. Et à un moment donné, il a cette formule qui m'a beaucoup frappé. Il dit mais en fait le problème c'est que on peut pas débattre parce que demander à un historien qui a bossé, qui a une méthodologie qui fait qu'il peut pas dire n'importe quoi, etc. Demander à un historien de débattre avec un négationniste, dit Pierre Vidal-Naquet, c'est comme de demander à un astrophysicien de débattre avec quelqu'un qui raconte que la Lune est faite en fromage de Roquefort. C'est sa formule, le fromage de Roquefort. Bon. Mais en fait, c'est vrai qu'à ce stade-là,
ça devient très très difficile. Oui, c'est vrai. Ça devient très difficile. Et donc, si vous êtes avec quelqu'un qui dit 2 et 2 font 8, il ne s'est rien passé au Rwanda, il ne s'est rien passé à Auschwitz, il ne s'est rien passé nulle part, il y a un machin. Mais déjà, au Rwanda, c'est très piégé. Voilà. Le Rwanda, c'est très piégé, bien sûr. Parce que la parole sur le Rwanda est ici contrôlée, elle est balisée. Il y a des choses qu'on peut dire et d'autres qu'on ne peut pas dire. Ici? Ici en France, oui. Et non pas sur le... Alors, ne m'attendez pas là où je ne suis pas, c'est-à-dire que... Si, ça y est. Non, mais il y a évidemment un génocide. Mais il y a eu des horreurs dans les deux camps. Et simplement que de le constater, et pas au moment du génocide, mais constater que c'est une histoire complexe, pleine de nuances, nous met à risque. Oui, enfin, c'est dit par tout le monde. Enfin, moi, je trouve que c'est dit par beaucoup de gens, y compris par les historiens du génocide qu'ont subi les Tutsis. Vous lisez même les livres de Jean Hatzfeld. Moi, j'aime beaucoup Jean Hatzfeld. C'est notre ancien confrère de Libération, qui a été reporter de guerre, qui a perdu une jambe sur le front en ex-Yougoslavie, qui est quelqu'un de remarquable, qui a une sensibilité incroyable. Vous connaissez son œuvre géniale en plusieurs tomes comme ça, où il s'efface complètement et à chaque fois, il recueille pendant des mois et des mois. C'est un terrain, le Rwanda, qu'il connaît très très bien. Et il recueille la voix des différents acteurs. Il avait commencé par les victimes. C'est un livre magnifique, Les rescapés du génocide. Ensuite, il a fait les bourreaux. Il est allé voir les bourreaux. Récemment, il a fait les justes. C'est un livre magnifique, magnifique. Et on entend des voix, une prose, une langue absolument sublime. Et vraiment, ça peut vous éclairer la vie sur plein d'autres domaines. Et ben Jean Hatzfeld, qui est une des grandes, je sais pas comment, c'est pas un historien, c'est un des grands témoins. Grand narrateur. Il a construit vraiment une œuvre sur le génocide des Tutsis. Bon, il ne nie pas du tout qu'il y a eu des choses épouvantables qui ont eu lieu pour les Hutus, etc. Mais ça n'empêche rien sur le génocide. D'ailleurs, vous savez qu'à un moment donné, il y a dans le livre sur le... Pardon, j'associe sauvagement comme chez le psychanalyste, mais il y a un passage que je trouve génial, qui pour moi a un rapport avec le courage de la nuance, avec cette espèce d'insurrection de l'âme qui rejoint le courage de la nuance. Pour moi, le courage de la nuance, c'est pas du tout un truc théorique auquel on peut se préparer. Beaucoup d'intellectuels ont été les pires idéologues, les pires criminels au sens vraiment ontologique du terme, du point de vue du rapport à la mauvaise foi, à la cruauté, etc. Donc, c'est pas un truc théorique du tout pour moi, le courage de la nuance. Et pour le montrer, par exemple, il y a une scène dans Hatzfeld que je trouve très belle. À un moment donné, il parle avec une sage-femme. Parce que vous savez qu'être juste au Rwanda, c'est parfois un tout petit geste de rien du tout. C'est-à-dire quelqu'un qui a sauvé un Tutsi du génocide. Parfois, c'est juste un enfant qui court et puis vous lui dites pars par là plutôt que par là parce que là, il y a des gens avec des machettes qui t'attendent. Et là, vous êtes injuste. Parce qu'en plus, les justes au Rwanda, il faut savoir que quand on vous chopait, vous étiez éliminés aussi. Ce qui n'était pas le cas des justes ici en France, par exemple. Donc, c'est des gens d'un courage extrême. Et il y a une femme comme ça, qui est sage-femme, une sage-femme, tous les sens du terme, qui raconte comment elle a embarqué une jeune fille en la faisant passer pour sa propre fille, parce qu'ils étaient en exil comme ça, et elle file elle a 4 enfants, elle l'embarque avec elle. Et on comprend qu'Hatzfeld lui dit, en gros, pourquoi vous avez fait ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et elle a cette phrase, elle dit, écoutez, Dieu nous propose des libertés, j'en ai saisi une. Ça me rappelle un peu l'histoire de vos grands-parents, non? Qui ont été, pendant la Deuxième Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, hébergés dans une famille. Tout à fait. C'est la question des justes. C'est tout à fait la question des justes. Mais vous voyez ce que je veux dire Famille qui n'était évidemment pas la leur. Non, des paysans. Où les parents, les faux parents, ont eu à dire non, ce sont mes enfants quand on est venu contrôler. Tout à fait. C'est marrant, j'ai jamais fait le lien. Merci beaucoup. On est vraiment chez le psychanalyste. Mais voilà, moi, ces paysans, je les ai très très bien connus. Ils s'appelaient Maria et Fabien. C'était des paysans. L'une était catholique, l'autre était communiste. C'était des paysans dans les Pyrénées. Et effectivement, ils ont eu cet élan-là qu'a cette sage-femme au Rwanda. Et qu'est-ce qui fait que cette femme-là... Bah oui, elle l'a dit comme ça, elle. Dieu me propose des libertés, j'en ai saisi une. Mais vous avez tout un tas d'intellectuels qui ont fait des études pendant 15 ans, qui ont fait des trucs sur la phénoménologie, les schémas, machin, des trucs qui sont incapables de ça. Et donc, le courage de la nuance, c'est aussi le courage tout court. Et on est incapable de savoir où est-ce qu'il s'enracine, à part d'une espèce de grâce, quoi, en fait, si je peux utiliser ce mot-là. Je pense qu'il y a quelque chose comme une grâce, mais qui est incarnée dans autre chose que l'esprit pur ou l'esprit seul. Peut-être que ça nous amène naturellement à seuls les enfants changent le monde, parce que c'était une des questions qui me tarabustait avant de vous rencontrer. Si davantage d'hommes avaient changé de couche pendant qu'ils produisaient de la pensée, donc s'ils avaient eu les 2 mains dans le caca,
aurions-nous une autre pensée et peut-être aussi un autre monde? Parce que je crois sincèrement que les idées changent le monde, les bonnes comme les mauvaises. Et les intellectuels, depuis toujours, et on peut aller très très loin, c'est ce que vous faites un peu, ont très rarement changé des couches et se sont beaucoup définis par la distance par rapport à la parentalité. Ouais, oui, non, il y a des passages hyper drôles, notamment chez Aristote, il y a des passages comme ça où il décrit les différents niveaux de l'âme humaine, etc. Et puis quand il parle des bébés, il les compare à des plantes et il dit, voilà, ils dorment tout le temps, etc. Et alors là, quand on voit les passages où il parle de l'état végétatif des bébés qui dorment tout le temps, on se dit, il n'a pas dû souvent veiller sur un bébé ou être réveillé la nuit par un bébé parce qu'on adorerait qu'ils dorment tout le temps, en tout cas la nuit. On les voudrait plus végétatifs par moment, oui. Voilà, c'est ça, on dirait, redeviens une plante, tu seras sympa. Et c'est vrai que c'est un des trucs qui m'a frappé en bossant sur ce petit livre, c'est que je me suis aperçu que finalement, jusque tout récemment, les intellectuels, les philosophes avaient été obsédés par un des deux pôles de notre finitude, c'est-à-dire la mort. C'est-à-dire, il y a à nouveau des bibliothèques entières de philosophie sur la question de la mort, mais sur la naissance, l'événement qu'un enfant, que représente la naissance d'un enfant, le surgissement de cette présence complètement énigmatique et tellement déstabilisante et subversive qu'est un bébé dans une vie, il y a quasiment rien. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur le FLN et l'islam chez les historiens de gauche. Et donc, j'ai voulu bosser là-dessus parce qu'effectivement, je suis comme vous, je pense que les idées changent le monde, mais je pense aussi que les idées, c'est toujours le prolongement de la vie, qu'elles sont dans la vie et tous mes livres sont toujours des réflexions qui sont le prolongement d'une émotion. Et donc, je pense, oui, tout à fait, pour répondre à votre question, que si les hommes et les intellectuels qui ont pensé le monde jusqu'à aujourd'hui s'étaient un peu plus frottés à la question de la vie brute, s'étaient un peu plus laissés bouleverser et déstabiliser et ridiculiser par un bébé, parce que c'est ça quand même que fait un bébé, il vous met à nu. C'est son job. Voilà, c'est son job. Bah oui, sans doute que la métaphysique occidentale serait un peu différente et peut-être la politique occidentale aussi. C'est aussi mon impression que nous serions dans un monde différent. Vous citez Hannah Arendt, qui n'a pas eu d'enfant, mais qui probablement en aurait voulu, et qui ouvre une porte sur aussi un problème aujourd'hui de démographie. Alors vous dites, or, insiste la philosophe, l'action humaine est indissociable de la natalité, c'est-à-dire du flot continu de ces enfants qui viennent au monde, prenant l'initiative, créant du neuf. Aussi, Arendt nous invite-t-elle à considérer la natalité comme la catégorie centrale de la pensée politique. Alors oui, c'est une suggestion, mais on ne l'a jamais vu comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est génial, parce qu'effectivement, ça vient de la part d'une personne qui n'a pas eu elle-même d'enfant. Et c'est très beau, c'est-à-dire que toute sa pensée est une pensée de l'action humaine. Qu'est-ce que c'est qu'une action humaine? Une action qui permet de créer une société humaine, une société où on peut pardonner, gouverner, promettre, aimer, etc. Et pour elle, l'action humaine est totalement connectée à la question de la natalité. Effectivement, vous avez lu ce passage, de toute ce flot continu d'être absolument unique. Chaque enfant qui naît, c'est comme s'il n'y avait eu personne avant, c'est absolument unique. Et c'est cette manière d'introduire radicalement du neuf dans le monde qui fait du bébé et de l'enfant un être révolutionnaire et qui oblige, quiconque prend la politique au sérieux, à faire de la natalité une catégorie centrale, effectivement, de la politique. Alors, un être révolutionnaire, or, vous l'avez été, vous, jeune homme un peu révolutionnaire, trotskiste, comme tous les intellectuels qui se respectent. Vous avez milité... De moins en moins. En général, les trotskistes le sont jeunes et sont des forces agissantes au cœur du pouvoir beaucoup plus tard dans leur vie. J'ai loupé ma carrière. Quoique le monde n'est pas le pire des endroits pour agir. Le monde, déjà, c'est tout un programme quand on a le monde comme programme. Mais là où je veux en venir, c'est que vous avez, plus jeune, été militant au sein d'un parti trotskiste où les militants étaient invités, pour être de bons militants, à ne pas avoir d'enfants, à faire le choix de se consacrer complètement à leur tâche. Mais on devient hémiplégique. J'ai l'impression qu'on se prive de quelque chose de fondamental. Alors, vous parle quelqu'un qui a élevé des enfants, mais n'en a pas eu. Mais je comprends parfaitement de quoi il s'agit. Et je me dis, mais quelle folie de recommander à ces militants de faire le sacrifice de quelque chose d'aussi important. Oui. Mais si vous voulez, ce qui est marrant, c'est que... Et c'est pas un reproche que je vous fais. Non, mais vous pouvez tout à fait faire... ça serait très bien que c'était un reproche aussi. Moi, ce qui est marrant, je peux pas du tout jouer à l'ancien combattant. Moi, vous savez, j'ai été
J'ai eu mes aînés de la génération 68 et tout qui ont vécu des choses qui n'étaient pas déjà incroyables. Moi, j'ai vraiment pas, je peux pas du tout jouer à l'ancien combattant, à l'ex-militant de quoi que ce soit. C'était des années assez fugaces de quand j'avais 17, 18, 19 ans, dans des années où il se passait rien. C'est les années 90. Bon, il se passait pas grand-chose. Donc, vous alliez chercher des signatures pour une... Oui, tout à fait. J'allais chercher des signatures pour Arlette Laguiller, puisque c'était un groupe qui s'appelle Lutte ouvrière, qui est un groupe très spécifique, parce que souvent, l'image des trotskistes, c'est qu'ils apprennent à manipuler les assemblées générales, à faire de l'entrisme, à faire des trucs. En fait, Lutte ouvrière, une organisation où les gens lisent beaucoup de romans, et puis ils sont très implantés dans le milieu ouvrier. Il n'y a rien qui se passe dans les milieux étudiants, etc. Il n'y a rien qui relève d'un entrisme ou de tous ces trucs-là. Donc c'est un groupe assez particulier et qui en plus se vit comme semi-clandestin, qui est dans une espèce de discipline, d'ascèse très presque monacale. Bon, d'ailleurs, beaucoup de gens ont qualifié ce groupe de secte. Et un des aspects de la chose, c'est effectivement cet interdit de la procréation, qui est développé avec plein d'arguments qu'on peut comprendre, qui ont leur rationalité. Oui, si demain on rentre dans une période révolutionnaire, eh bien, il faudra être totalement clandestin, on ne peut pas être clandestin avec des enfants, on vous prend votre enfant, vous êtes brisé. Enfin, tout un tas d'arguments. Le féminisme aussi, le fait que dans les couples militants, très souvent, quand il y a un enfant qui naît, le monsieur continue à militer, puis la dame s'arrête. Donc, change les couches. Donc en fait, il y avait tout un tas d'arguments comme ça qui étaient tout à fait audibles. Mais il se trouve que moi, d'emblée, bizarrement, je pense qu'en partie ça m'a attiré parce qu'il y avait ce truc monacal de très grande concentration sur la lecture, de très grande discipline. Voilà. Et donc je pense que j'avais besoin de ça à ce moment-là. Et en même temps, je dois dire que d'emblée, ça m'a gêné. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même été élevé aussi par une mère très à gauche, mais ce truc du corps, de l'emprise sur le corps, elle m'avait quand même appris à dresser l'oreille. Quelqu'un qui veut se rendre maître de votre corps, qui veut commencer à avoir une emprise sur votre sommeil, sur la possibilité de devenir papa ou maman ou pas, etc. Donc d'emblée, à la fois, ça m'a attiré, et puis en même temps, ça m'a fait douter. Et ça a été un des grands motifs de ma rupture, parce que je voyais notamment mes camarades, dont je ne savais rien, parce que tout fonctionnait avec des pseudonymes, etc., qui étaient très souvent ouvriers, et des gens souvent d'ailleurs remarquables, qui avaient lu un nombre de livres, et qui avaient fait un nombre de choses dingues. Enfin, vraiment, il y a des gens remarquables dans tout ça. Mais je les voyais obsédés par leurs neveux. C'est-à-dire que dès qu'il y avait, on parlait très très peu des uns des autres, il y avait quasiment jamais aucune confidence. C'était des conversations extrêmement politiques dans le rapport aux autres, à ce qui se passait aux luttes sociales. Mais de temps en temps, il y avait des temps morts quand même dans l'activité. On se retrouvait chez des sympathisants dans le nord de la France, etc. Puis bon, il fallait bien parler de quelque chose. Et très souvent, j'entendais mes copains, on les appelait les copains, dire ah ben c'est Noël bientôt, il faudra que je trouve un cadeau pour mon neveu. Et tout le monde parlait de ses neveux. Il y avait une espèce d'obsession du neveu, vous voyez. Et ça m'a attiré un peu l'oreille. Je me disais mais pourquoi ils parlent tout le temps de leur neveu comme ça? Parce qu'ils n'en ont pas d'enfants. Voilà. Et il y avait en fait une grande souffrance dans cet interdit. Parce que, et c'est pour ça qu'un peu dans un pied de nez à ce groupe que j'ai quitté très tôt, j'étais finalement très jeune, et voilà, eux ils diraient que j'avais pas le courage de continuer, que j'étais un petit bourgeois. Pas le courage de ne pas avoir d'enfants. Voilà, et puis ou un petit bourgeois condamné à rejoindre sa classe sociale, à faire carrière, comme vous aviez dit tout à l'heure, etc. Mais en tout cas, moi, j'étais convaincu, c'est pour ça que je m'amuse à faire ça, et je suis allé prendre une des grandes références qui était une grande référence pour cette organisation, Lutte ouvrière, Rosa Luxembourg, et je me suis amusé à montrer que dans sa correspondance, une grande révolutionnaire très dure comme Rosa Luxembourg, eh bien, quand vous fouillez sa correspondance, vous voyez qu'elle n'envisageait pas une seule seconde de changer le monde sans donner la vie. Pour elle, la question de la génération allait avec la question de l'émancipation, la question de la révolution allait avec la question de la génération et de la procréation. Donc, je m'amuse un peu à retourner ça contre mes anciens amis, parce que je pense qu'il y a un truc totalement pathologique, et que, de fait, pour moi, toute promesse politique digne de ce nom est une promesse faite aux enfants. Donc, quand on veut s'engager radicalement en politique, on ne peut pas rayer d'un trait comme ça de plume rationnelle ou pseudo-rationnelle l'enfantement. Ça n'est pas possible. Ou à ce moment-là, ça engendre quelque chose d'un peu flippant et angoissant, et un retour du refoulé sans doute assez cruel. Mais c'est là où je m'en allais directement. Vous paraphrasez Rosa Luxembourg. Comment vouloir changer, ou comment peut-on changer le monde si on refuse de donner la vie? Et en ce moment, c'est une vraie question. Une vraie question dans notre univers où, encore une fois, et c'est pas accablant, une gauche écologiste, soucieuse, et je le comprends, du monde, fait l'impasse sur les enfants, et je dirais la maternité, parce qu'en général, ce sont des femmes qui mettent au monde. Vous voyez, déjà très réactionnaire comme posture que la mienne, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont souvent des femmes. Et c'est non seulement acceptable, presque vertueux de se dire en rupture avec cette idée de donner la vie,
au nom d'un plus grand bien, qui serait le monde. Mmh. Oui, puis ça, c'est vraiment une nouveauté absolue parce que le groupe dont je vous parlais, dont on parlait avant, c'était un groupe révolutionnaire qui voulait pas empêcher les autres de donner la vie. Au contraire, c'était l'idée, on veut créer un monde plus juste, on est révulsé par ce monde plein de guerres, d'injustices, etc. Et donc, on se bat 24 heures sur 24 pour créer un monde meilleur. Et un monde meilleur pour les enfants. Simplement, ce petit groupe se vit comme une avant-garde qui doit se concentrer entièrement, c'est un truc très religieux d'ailleurs, il y a une vocation absolue, et donc ce petit groupe, lui, ne doit pas avoir d'enfants pour permettre à l'humanité de créer cette meilleure société, etc. Mais évidemment que pour ce groupe, cette société meilleure, elle était destinée aux générations futures et aux enfants à naître. Là, vous avez un truc tout à fait nouveau avec le mouvement qu'on appelle No Kids, qui est que, pour la première fois, le raisonnement n'est pas, comme j'ai connu aussi, par exemple, c'est très triste de mettre un enfant, c'est peut-être même irresponsable et cruel de mettre un enfant dans ce monde tellement violent, plein de guerres et d'injustices. Le raisonnement, pour la première fois, c'est de dire, non, cette fois-ci, il ne faut pas protéger les enfants de la violence du monde, il faut protéger le monde de la violence des enfants. Ça, c'est totalement nouveau. C'est totalement nouveau. Jamais dans l'histoire de l'humanité, c'est même une rupture dans l'histoire des gauches et du progressisme, puisque vous prenez un réformiste comme Léon Blum, il disait, en s'adressant à la jeunesse, un grand discours à la jeunesse, vous êtes l'espoir, vous êtes la vie qui vient. Évidemment que les socialistes, réformistes, type Léon Blum ou tout ce que vous voulez, ils voulaient créer une société meilleure pour les enfants. Pareil pour Rosa Luxembourg, une révolutionnaire. Donc le progressisme et la gauche se sont construits entièrement, et pas seulement la gauche, sur l'idée qu'on veut créer un monde meilleur pour les enfants. Là, vous avez pour la première fois une génération qui, avec l'argument écologique ou d'autres arguments, etc., vont vous dire « Non, en fait, là, ce sont les enfants qui rendent le monde laid. » Parce que les enfants viennent saccager le monde, il faut arrêter. Or, en fait, là, pour le coup, je pense qu'il y a quelque chose de complètement... débile. Oui, ou incroyablement fou. C'était, en fait, effectivement, quelle arrogance ça peut être. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit ça oublie qu'il a été lui-même un bébé, enfanté, qu'il ne s'est pas donné à lui-même la vie. Il y a une espèce de fantasme d'auto-engendrement dans ce discours-là. Et surtout, qu'est-ce que veut dire un monde sans enfants ? C'est un monde mort. Il n'y a pas de monde sans enfants. Ou alors, oui, c'est un monde de plantes, mais c'est un monde que vous ne voulez plus nommer, c'est pas aux humains. Alors si, ou alors là, il y a un côté complètement, effectivement, on passe dans une autre dimension, on se dit, un monde débarrassé des êtres humains sera bien meilleur. Voilà. Mais là, on est dans complètement autre chose que la politique qui, quand même, globalement, a toujours été l'idée de créer un monde plus humain. Un monde plus humain, pas un monde sans humains. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de vertigineux dans ce nouveau discours du mouvement No Kid qui est une rupture anthropologique, une rupture politique. Jamais il y avait eu des petites communautés religieuses toutes petites, microscopiques au Moyen-Âge qui disaient bon là, l'apocalypse est là, il faut arrêter d'enfanter, etc. Mais c'est tout petits trucs très ponctuels. Là, vous avez une génération entière qui dit non, il faut vraiment arrêter de déconner, mettre des enfants au monde, c'est menacer le monde. Il faut sauver le monde des enfants. Et ça, c'est une inversion complète, parce que s'il y a un espoir pour le monde, il s'incarne justement dans ces nouvelles personnes qui vont le refaire, qui vont le remodeler, qui penseront autrement. Il me semble que c'est l'éternel renouvellement de l'espoir. C'est ça, mais en même temps, on peut dire que justement de l'espoir. Peut-être que la crise des naissances, c'est d'abord une crise de l'espérance. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vois quand je discute avec des jeunes, parce que depuis j'ai publié ce livre, je suis vu par tout un tas de jeunes comme une espèce de prédicateur nataliste, donc ce qui n'est pas du tout mon cas, mais le réel. Mais j'ai plein de jeunes qui viennent me dire, tiens, on peut parler 5 minutes, on se pose plein de questions avec ma copine, avec mon copain. Donc c'est hyper intéressant, j'ai plein de discussions très très intéressantes. Et je vois que très souvent, l'argument écologique, etc., il existe, il est fort, mais en fait, il vient souvent envelopper, sinon masquer autre chose, qui est un rapport très compliqué à une manière, à la projection vers le futur, au symbolique. Qu'est-ce que c'est que le symbolique, en fait? C'est vrai que faire un enfant parce que c'est le bon moment, parce que c'est le moment, parce qu'après il sera trop tard, parce qu'il y a une pression sociale, parce que si, parce que ça, c'est toujours horrible. Enfin, c'est toujours horrible. C'est toujours jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment. Et dans ces cas-là, on s'expose à des grandes désillusions, à des trucs épouvantables. Quand on donne des soins à un enfant la nuit à 3h du mat, un enfant qui a une gastro, par exemple, si le fait d'avoir enfanté, le fait d'avoir décidé d'avoir un enfant ne s'inscrit pas dans un rapport au symbolique, que ce soit un rapport à la spiritualité, à une transmission de quelque chose des valeurs, à un militantisme quelconque, à quelque chose que vous voulez transmettre, quelque chose qui vient de plus loin que vous et dont vous espérez que ça ira aussi au-delà, effectivement, tout est difficile. Et donc, je pense qu'il y a une crise très forte du symbolique qui est une crise de l'espérance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le symbolique? C'est quelque chose qui tend vers autre chose que nous et qui tend vers l'au-delà de nous. Et donc, l'espérance, c'est ça. C'est la crise des naissances, moi, je la vois beaucoup, au-delà de plein d'aspects économiques
économiques, sociaux, etc., qui sont très importants. Je la vois beaucoup comme une crise de l'espérance. Vous avez prononcé le mot espoir. L'espérance, c'est quoi? C'est juste la capacité, le désir de maintenir l'avenir ouvert. Il y a quelques années, sur le mur d'université parisienne, il y avait eu ce slogan hallucinant qui disait « Il y a une autre fin du monde possible ». Quand vous êtes capable, quand vous avez des générations de jeunes qui avant disaient « Un autre monde est possible », se battaient avec ce slogan « Un autre monde est possible », et que maintenant vous avez des gens qui ont l'impression que l'espoir, l'avenir est tellement bouché que des jeunes se mettent à écrire sur un mur « Il y a une autre fin du monde possible, au moins laissez-nous choisir la fin du monde », c'est qu'effectivement l'avenir semble totalement bouché. Et donc là, avoir envie de mettre des enfants quand il n'y a plus d'espérance, c'est pas sûr que ça soit tout à fait possible, en fait. Mais l'espérance, est-ce que c'était pas une vertu théologale? Si. et vous parlez à un athée, donc ne pensez pas que c'est un retour d'un catho qui est en train de vous ramener à l'ordre, mais moi, je me pose vraiment la question, dans un monde où, justement, il n'y a plus rien de religieux, rien de sacré, l'espérance n'existe plus, et la vie, l'idée de la donner, n'a plus la même valeur. Sauf à penser qu'en fait, beaucoup d'idéologies aujourd'hui qui se disent athées ou qui se... Et j'ai eu cette conversation avec Marcel Gaucher sur la fin d'un modèle, c'est-à-dire qu'il y avait un espoir quand on se mariait, c'était aussi, par-delà les mauvaises combinaisons, le caractère forcé dans certains cas au fil des siècles, mais il y avait aussi un pari sur l'idée que nous faisions le monde de demain, c'est-à-dire qu'on embarquait dans une aventure qui était de construire l'humanité. Et qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop ce qu'on construit. Oui, mais c'est justement parce que, vous savez, il y a quelques années, je pense à ça, il y a très longtemps en fait maintenant, en 1995, cet historien qui était un ancien militant communiste, lui, du Parti communiste, qui est devenu un grand historien que tout le monde qualifiait de réactionnaire, voire de fasciste, François Furet, grand historien de la Révolution française, qui est devenu vraiment l'épouvantail de la gauche française pendant des années. Il avait publié un livre qui était apparu comme un pamphlet anticommuniste, qui s'appelait « Le passé d'une illusion ». Vous vous souvenez, ça avait fait tout un bordel, des controverses immenses. Le passé d'une illusion. Et dans ce livre, il y avait 3 lignes qui ont mis des cauchemars à tous les gens de gauche en France et au-delà, où il disait, je cite de mémoire, « Plus personne ne propose ne serait-ce qu'une idée nouvelle pour élaborer un monde meilleur. Nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. » Ça, cette phrase-là, je suis sûr que c'était dans le texte. Nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. Finalement, c'est très curieux. Cette phrase-là, tout le monde a dit, mais ce mec est une ordure, il veut nous priver de toute espérance, etc. Mais en fait, avec le recul, on voit qu'il actait quelque chose, qu'effectivement, il y a eu, après la chute du mur de Berlin, ce mouvement qu'on a appelé altermondialiste, qui prétendait encore réinventer autre chose pour créer un autre monde, une autre espérance d'un autre monde. Aujourd'hui, oui, qui sont les gens qui prétendent... Non, vous avez une jeunesse qui disent « Bon, on ne va pas créer un autre monde, on va essayer déjà de freiner l'effondrement de celui-là. C'est déjà pas mal. Et on va essayer au moins de choisir notre fin du monde. » Bon, la question de l'espérance, elle est forcément à nouveau quand même un peu religieuse, puisque du point de vue strictement politique, il y a très peu de gens qui aujourd'hui proposent vraiment un au-delà du monde présent, un au-delà du monde présent. Donc quand il n'y a pas politiquement un au-delà du monde présent qui se rend désirable, il y a un au-delà du monde présent autre qui n'est pas politique qui se rend à nouveau désirable. Donc vous pouvez penser que souterrainement, beaucoup d'idéologies qui se font passer, y compris peut-être écologistes ou qu'on appelle parfois woke, etc., beaucoup de ces idéologies-là, bien sûr, et Gaucher en a très bien parlé, ont une dimension inconsciemment religieuse, bien sûr. Je vous dirais que non seulement il n'y aurait pas d'au-delà, mais le transhumanisme nous propose d'être éternellement dans ce monde, vivant et éternellement vivant. Tout à fait. C'est complètement le même phénomène de buter. Paul Ricoeur, qui était qui était un grand philosophe chrétien, il y a une conférence très belle qui a été publiée sous un titre dinguement marketing. Vous savez, c'est une petite maison d'édition suisse très vénérable qui s'appelle Labor et Fides. Je ne sais pas. Il faut travailler au monde des livres pour le savoir. Labor et Fides, qui est une maison d'édition genevoise tout à fait vénérable et incroyable. Alors, ils ont le sens du titre, ils veulent vraiment vendre beaucoup, donc ils ont publié cette conférence inédite de Paul Ricoeur sous le titre plaidoyer pour une utopie ecclésiale. Donc là, vraiment, vous voyez jusqu'où va la démagogie marketing, en tout cas calviniste. Et donc, dans cette conférence, qui est une conférence inédite qu'il a prononcée, je crois, au lendemain de 68, dans ces années-là gauchistes, il a dans la salle des chrétiens, protestants, catholiques, et puis beaucoup de marxistes, qui souvent, d'ailleurs, à ce moment-là, étaient copains et tout. Une autre des grandes religions du monde, le marxisme. Une autre grande religion. Et là, pour que ce que je voulais dire, il dit, nous autres chrétiens, nous sommes les gardiens de l'espérance, les gardiens
gardiens juste du sens. Nous sommes là pour veiller qu'il y ait du sens, tout simplement pour veiller à ce que, à nouveau, on puisse se projeter, maintenir quelque chose d'ouvert, se projeter vers un au-delà tout simplement de l'au-delà de cette émission, l'au-delà de notre société, quelque chose d'un peu mieux, vous savez, quelque chose d'autre qui va dépasser ce moment, qui va symboliquement aller au-delà de nous, etc. Bon, cette question de l'au-delà, elle est très importante. Vous savez, il y a un rappeur, je passe de Paul Ricoeur à un rappeur, de Ricoeur au rappeur, qui à un moment donné dit heureusement, on a l'au-delà pour nous maintenir. Quelque part, que ce soit politiquement un au-delà du monde présent, un monde meilleur qu'on veut créer, ou un au-delà spirituel, au-delà du monde tel qu'il est, etc. Effectivement, c'est très difficile de se tenir verticalement en tant qu'être humain si on n'a pas un au-delà pour se maintenir. Je pense qu'au-delà, il n'y a rien à ajouter. J'ai beaucoup aimé ce long moment que nous avons passé ensemble. Est-ce je pose souvent la question, quelque chose qu'on aurait dû aborder, qu'on a oublié, ou un détail, ou quelque chose que vous vouliez dire que vous n'avez pas dit? Non, je crois pas. Non, en plus, vous m'avez bien poussé dans mes retranchements, vous m'avez bien montré que j'ai plein de contradictions moi-même. C'était très agréable. Si j'avais à répondre à vos questions, je m'exposerais à mes contradictions, même sans contradicteur. Mes contradictions apparaissent parce que je ne suis que contradiction. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, aimez. Malheureusement, en français, ça fonctionne moins bien. Donc, on like. Vous vous abonnez, c'est encore mieux. Jean Birnbaum, merci. Et merci à Philippe Lorange à la recherche, Jeanne Croteau à la réalisation, Stéphane Bureau au microphone. À très bientôt.